Bien, merci. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Et, pardon, je n'ai pas encore disposé les outils rituels. Ah. Euh, Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très content aussi de pouvoir qu'on ait une longue séquence ici consacrée justement au long roman. Et c'est vrai que Au bord de l'eau se situe de manière tout à fait intéressante par rapport au roman Les Trois Royaumes. Alors, je partage entièrement le jugement de Régnier quand il regrette que la langue du roman Les Trois Royaumes soit si souvent qualifiée de classique simplifié, parce qu'elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus intéressante et plus riche. Mais c'est vrai que le roman Au bord de l'eau est un autre cas. Et on pourrait dire de lui qu'il est le premier roman en langue vulgaire à proprement parler, au sens où il joue pleinement de tous les registres possibles. C'est-à-dire au sens où l'on aura des dialogues, alors qui puisent eux-mêmes à une tradition théâtrale, de pièces de théâtre consacrées à ce récit, des passages également narratifs en langue vulgaire, des descriptions aussi en langue vulgaire, mais aussi une présence poétique qui est très intéressante parce qu'elle comporte non seulement des che, donc qui sont souvent l'expression soit de la subjectivité d'un personnage, soit de jugement du narrateur, mais aussi un avatar tardif du très intéressant genre littéraire que l'on appelle le fou, que l'on traduit mal, souvent par rhapsodie, mais qui est mieux rendu par exposition rythmée, et qui a trouvé dans les romans en langue vulgaire, finalement, dans des scènes où le narrateur d'un seul coup déploie un tableau, qui est souvent introduit par l'expression d'Antienne, mais voyez plutôt, où il y a une espèce de pause picturale, où justement, il y a là des textes parfois fort difficiles à appréhender, liés à la langue vulgaire, mais néanmoins inscrits dans une tradition classique assez lointaine. Donc il est Au bord de l'eau, d'une certaine manière, et probablement le premier grand roman en langue vulgaire, et se distingue du roman Les Trois Royaumes de bien des manières, notamment parce qu'il n'a pas de précédent historique. Ce n'est pas un roman historique. Il y a certes, dans une chronique, dans l'histoire des Song, dans une chronique très laconique appelée les faits de l'ère Xuanre, une brève mention de la révolte d'un dénommé Song Tiang, mais il n'y a pas l'équivalent du discours historiographique des Trois Royaumes. Il y a donc un développement en boule de neige, passant par le théâtre, passant vraisemblablement par des versions narratives perdues, qui se concrétise, se cristallise par un grand roman en langue vulgaire. Alors, dont la discussion sur la date pourrait occuper un congrès de spécialistes du roman pendant 2 ou 3 jours. J'aurais tendance, moi, à penser, peut-être à la différence de ce que René a dit, qu'il y a un décalage dans le temps entre le roman Les Trois Royaumes et Au bord de l'eau, et que pour être assez positiviste, la version que nous connaissons ne remonte peut-être pas très longtemps avant le milieu du XVIe siècle, l'époque à laquelle elle apparaît. Elle a bien sûr eu des précédents. Alors, je voudrais tout d'abord, très brièvement, sans m'attarder trop, vous rappeler rapidement l'argument de Au bord de l'eau. Il y a un prologue tout à fait significatif, parce que je vais revenir justement à ce prologue plus tard. Un envoyé impérial parti quérir le maître céleste afin qu'il mette fin par des rites à une sécheresse, a l'imprudence de briser une stèle qui enferme des puissances stellaires néfastes. Les 36 Tiangang, qui sont des étoiles célestes situés du côté de la Grande Ourse, et les 72 Tisha, les tueurs terrestres, les uns et les autres correspondant à ce que Carol Morgan appelait assez justement des étoiles astrologiques, c'est-à-dire des étoiles ayant une grande influence sur le destin humain, mais ne correspondant pas forcément toutes à des corps célestes repérables par l'observation du ciel. Et ces 36 plus 72, 108 corps néfastes vont se répandre dans le monde par une éruption miasmique et vont aller s'incarner et devenir ce que seront les 108 personnages. Alors, la geste de ces 108 personnages, nous allons voir, alors on a pu repérer plusieurs modes d'entrée en rébellion, d'entrée en dissidence de ces personnages. Il y a la plupart du temps la rencontre d'une injustice, être victime d'un complot, et finalement un personnage va commettre un crime d'honneur qui le place hors la loi et qui lui
effet entrer dans le maquis, le monde Tianru, des rivières et des lacs, et ces personnages vont errer un certain temps et puis se rassembler vers le chapitre, aux alentours du chapitre 70 du roman. Et là, une fois qu'ils sont rassemblés, il leur est révélé qu'ils sont les incarnations de ces 108 puissances mauvaises venues pour plonger le monde dans le chaos, mais éventuellement le régénérer par la suite. Et alors, ces étoiles ont un chef qui est un personnage assez falot, et c'est un trait assez intéressant qu'on retrouve dans d'autres romans, qui n'est pas un magistrat, c'est un employé d'administration, je ne sais pas, l'équivalent d'un lieutenant de police du commissariat d'une préfecture, qui va se laisser entraîner par sa générosité et son sens de l'action juste, mais aussi parce qu'il a commis un meurtre assez sordide, à devoir prendre la fuite. Il recevra dans un temple où il s'est caché la révélation qu'il est le chef de ces étoiles, le premier des 36, et il va donc, lorsqu'ils seront tous rassemblés et qu'ils recevront donc cet édit de canonisation céleste, il va organiser donc ses troupes et être sur le point de les envoyer à la conquête de l'Empire pour accomplir la voie à la place du ciel, Chi Tien, ce qui veut dire chasser l'empereur, le tuer et prendre sa place. Ce n'est pas ce qui se passe, et le personnage, donc Song Tian, le chef des brigands, va au contraire négocier une reddition, rallier ses troupes à l'ordre impérial, et ces troupes vont se mettre à combattre des brigands qui leur ressemblent trait pour trait. Et à partir du moment où ils se mettent à combattre ces brigands, la baraka qui les soutenait les lâche. Et ils vont connaître la défaite, l'humiliation, la mort. Et le roman se termine, comme beaucoup des grands romans en langue vulgaire, dans une tonalité assez mélancolique. Alors, je reviendrai sur les... Peut-être qu'on ne va pas s'attarder sur les détails de ces épisodes souvent très violents. Ici, le meurtre d'un boucher qui est aussi un tyran local par un instructeur militaire qui le tuera littéralement de 3 coups de poing avant de devenir un moine guerrier pour échapper à la justice, simplement. Et donc, on ne suit pas, bien sûr, la geste des 108 personnages, mais de quelques dizaines, mais l'ordre des 108 est important. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur Wu Song, un personnage particulier. Oui, alors je voudrais vous parler maintenant un peu de du paradoxe de ce roman et de sa tradition, de la manière dont il est devenu en quelque sorte canonique, tout en étant impossible à canoniser, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette partie le roman insuppliciable, puisque alors environ le siècle qui suivit la cristallisation de la version longue que nous connaissons, un lettré qui est également un grand ami de Régnier, du nom de Tin Shan Tran, donc avait à la fois séduit enthousiasmement pour le roman, mais trouvant insupportable idéologiquement l'éloge de la révolte qui était contenu en lui, a réinventé, retrouvé, inventé une prétendue version ancienne qui fait s'arrêter le roman au chapitre 70, au moment où les brigands sont encore au sommet de leur révolte, et clôt le récit par un rêve qui les montre menés sur le terrain d'exécution, donc sur leur juste châtiment. Réalisant mal que, ce faisant, il supprimait justement la partie, le véritable châtiment qu'étaient les campagnes menées au service du pouvoir par les brigands, et en quelque sorte magnifiait encore plus leur acte. Et on voit d'ailleurs que dans quelle mesure ce paradoxe de ce roman de révolte que l'on adore mais que l'on doit renier redonne des compositions assez invraisemblables, comme lorsque au XIXe siècle, un épisode assez poignant, un homme profondément traumatisé par l'abominable guerre des Taiping, dont les historiens disent aujourd'hui qu'elle fut la plus meurtrière guerre civile, non pas de l'histoire de Chine, mais de l'histoire humaine tout court, et souhaitant finalement mettre fin à tout ce qui pourrait être un éloge de la révolte, reprend la version tronquée de Tin Shan Tran, rajoute et crée une nouvelle bande de brigands qui vient châtier avec une extrême cruauté les brigands au bord de l'eau, en fait réinventant le scénario initial du roman. En quelque sorte, comme si on ne pouvait pas... les gens qui veulent essayer de supprimer ce roman ne peuvent pas ne pas finir par le réécrire quasiment à l'identique de ce qu'il était. Et alors, autre trait de cette irréductibilité de ce texte, le fait que ce livre ait été régulièrement inscrit sur des listes de proscription,
un nombre assez important d'officiers de l'Empire ont justement ont pris des édits pour faire brûler, disparaître le livre, et que ce livre n'a jamais disparu, bien au contraire. Et alors ça, bon, son écho fut assez immense. Pour une raison tout à fait bureaucratique de demande de visa, j'ai raté l'exposé de François Lachaud ce matin, mais je pense qu'il a dû vous parler des échos, je crois qu'il a vous parler des échos japonais, effectivement, des traductions japonaises, de la réécriture de Bakin sous la forme du Hakuden, dont il nous avait promis une traduction il y a quelque temps. Je ne sais pas si cette promesse sera un jour. Ce serait. On voit ce malaise que crée ce roman par la manière dont les lecteurs, justement, arrivant vers l'époque moderne, je me rappelle avoir lu un très intéressant mémoire de maîtrise d'une étudiante de japonologie, montrant comment des lecteurs japonais du roman de l'époque Meiji sont à la fois adorent le roman, sont très séduits par lui, et en même temps le lisent avec une espèce de condescendance horrifiée, comme un tableau réaliste de la vie en Chine. Ce qui suppose que dans les auberges, on sert des petits pâtés à la chair humaine et qu'un nombre de tueurs psychopathes errent sur les chemins. Et finalement, les lettrés chinois révolutionnaires de la génération du 4 mai 1919, lorsqu'ils se posent la question de recréer à nouveau un canon qui renie la littérature classique et son héritage, mais qui se base grandement sur la littérature en langue vulgaire, auront une attitude très ambiguë à l'égard d'Au bord de l'eau, puisque beaucoup d'entre eux ne l'aimeront pas. Ils n'aimeront pas sa grande violence, son indéniable sauvagerie, et préféreront se tourner vers des œuvres telles que Le Rêve dans le pavillon rouge lorsqu'ils cherchent à canoniser des romans passés. Et pourtant, puisque l'on parle du Rêve dans le pavillon rouge, l'empreinte du Shuai-Ru de Au bord de l'eau est extrêmement sensible. Rappelons que juste après quelques dizaines d'années, disons après la version cristallisée du Shuai-Ru, c'est à partir d'un épisode du Shuai-Ru que va s'ouvrir une voie qui mène indirectement au Rêve dans le pavillon rouge, à savoir que un des êtres les plus violents du roman, Wu Song, qui commence sa carrière de héros par un corps à corps, un affrontement à main nue avec un tigre, et ce corps à corps, cette étincelle de violence corporelle et physique est aussi l'étincelle qui va mettre le feu au bûcher du Tin Ping Mei, fleur en fiole d'or, qui est effectivement une variation sur André Lévy parlait d'une excroissance cancéreuse, c'était assez bien vu, qui se branche sur la narration d'Au bord de l'eau, mais qui va justement, reprenant un des personnages féminins, un de ces personnages de mauvaises femmes qui, dans ce roman violent et misogyne, ne sont bonnes qu'à être soit des comparses, soit à être découpées par le poignard des héros, eh bien, cette mauvaise femme va, dans sa grandeur et sa chute, en compagnie de l'aventurier Simon Ching, devenir le plus ample roman de mœurs qui compte finalement le déchaînement des passions et finalement le salut ultime par les passions au sein d'une grande maison riche qui abrite un jardin qui est un microcosme du monde. Et au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu parce que l'auteur du Rêve dans le pavillon rouge, Strauss Suechin, est essentiellement glosé maintenant pour la recherche du temps perdu qu'il a recréé par ce roman en mettant ses propres souvenirs, mais on ne doit pas oublier à quel point il glose le Tin Ping Mei en quelque sorte. Il écrit un anti-Tin Ping Mei en reprenant le thème du jardin, de la figure masculine entourée de femmes, mais évidemment avec un personnage, Tia Boryu, qui est l'anti-Simon Ching, lequel est le héros libertin qui vient ultimement d'Au bord de l'eau. Alors voilà tout ça pour poser en quelque sorte cette grande influence d'Au bord de l'eau. Et on peut dire, si l'on prend par exemple dans les échos récents, quelque chose qui le distinguerait encore, je crois, les Trois Royaumes. Les
les communistes chinois, évidemment, dans un certain... donc, on sait que Mao était un homme d'une culture, disons, pas tout à fait encyclopédique et extrêmement ancré dans les grandes narrations populaires. Il connaissait les trois royaumes sur le bout des doigts, mais il connaissait bien sûr Au bord de l'eau. Et la geste des brigands d'Au bord de l'eau, qui représente justement des révoltés qui se révoltent contre l'ordre impérial, eh bien, cette geste d'Au bord de l'eau était raisonnée, bien sûr, avec la rébellion militaire que fut la prise du contrôle par le Parti communiste. Et il est, je pense, à deux épisodes relativement récents. Au bord de l'eau fait partie d'un des romans que Mao utilisa politiquement, sur le point de peu de temps avant sa mort, peu satisfait de sa prise avortée du pouvoir ayant suivi la révolution culturelle, il lance une campagne de critique du roman Au bord de l'eau qui vise son premier ministre Zhou Enlai, qui lui fait de l'ombrage, et il assimile Zhou Enlai à Song Qiang, justement à ce prétendu rebelle, mais qui va bientôt capituler. Et en fait, il lui-même s'identifie aux brigands intraitables qui ne se courberont pas la tête devant l'ordre ancien. Donc la campagne s'interrompt par l'âge et la mort des deux protagonistes, mais là je puise encore dans les souvenirs d'un mémoire de maîtrise d'il y a quelques années. Une étudiante avait analysé l'écho dans les années 90 de la série télévisée basée sur Au bord de l'eau. Alors cette série télévisée les auteurs de la série télévisée avaient pris justement un choix, disons, à la Tin Ping Mei, au sens où ils avaient repris les personnages de mauvaises femmes honnies par les héros, et dans une réalisation qui était de bonne qualité cinématographique, dépourvue du kitsch qui accompagne beaucoup de ces adaptations des romans, valorisait finalement ces femmes et du coup faisait paraître encore plus violents et terribles les brigands qui, refusant toute sensualité, sortaient bientôt leur poignard pour les découper en petits morceaux. Et la réaction qui avait suivi dans la presse était très intéressante. Nous étions peu de temps après 1989, je n'ai plus en tête la date exacte de la série télévisée, mais il y a une réaction assez violente qui venait justement de cercles proches de l'armée populaire de libération, du Parti communiste, qui ont protesté très fortement contre la série comme un crime de lèse-majesté de la violence héroïque des brigands dont il était scandaleux de dissoudre dans la relative douceur féminine qui était traduite par la réhabilitation des mauvaises femmes du récit. Je me suis fait en préparant cette communication, je ne pense pas que les trois royaumes aient été l'objet d'une campagne politique de haute intensité en Chine populaire. Et c'est probablement une des différences de nos deux textes également. Alors, oui, vous avez ici quelque chose qui est une scène de Au bord de l'eau, mais une image synthétique qui résume ainsi du combat contre le tigre dans le registre inférieur, jusqu'aux scènes d'adultère de la belle-sœur de Song Qiang, qui est mariée avec son frère Wu l'aîné, Wu le grand, mais qui est un nabo, qui est un nain, et elle ronge son frein, elle jette un regard gourmand sur son colosse de beau-frère, et à peine est-il parti qu'elle se laisse séduire par Sima Ching, et donc c'est l'histoire qui est racontée au début de Bord de l'eau, qui est la trame essentielle du Tin Ping Mei. L'on pourrait encore citer d'autres exemples, des réécritures, des continuations. Tous les romans en langue vulgaire ont fait l'objet de continuations, de réécritures qui permettaient de modifier la leçon, la fin. Une autre forme, certaine manière, de yéni, d'ailleurs, probablement, une autre forme de commentaire, cette réécriture de ce qu'on appelle les sushus. Au bord de l'eau, il figure en très bonne place. Alors, je voulais revenir à un autre trait que j'ai trouvé assez intéressant à vous montrer, puisque l'on parle évidemment alors il ne s'agit pas là, ce n'est pas le roman lui-même qui fonde, mais plutôt la liste des héros. Et il s'est produit, je vous dis, vers la fin de la dynastie des Ming. C'est un épisode qui est raconté par des histoires non officielles,
Il est peut-être en partie apocryphe, mais vous savez que la fin de la dynastie des Ming est animée, disons, le règne de l'empereur Wanli, les premières années du XVIIe siècle, est animée par une lutte entre un parti lettré appelé le Donglin, d'une part, et un grand eunuque, Wei Zhongxian, devenu, ayant concentré entre ses mains tous les pouvoirs. Et lors d'une scène d'une scène célèbre, eh bien un flagorneur qui veut s'attirer les bonnes grâces de l'eunuque se sert du roman Au bord de l'eau pour composer une liste noire des ennemis de l'eunuque, des membres du parti Donglin. Alors il y a la liste apparaît dans un texte donc qui est encore de la fin des Ming, mais dans un roman écrit après la chute de l'eunuque Wei Zhongxian, voilà comment est racontée l'affaire. Ils firent un tableau des Tiangang, les 36 étoiles célestes, qui comparait les gens du Donglin aux 36 Tiangang et aussi aux 72 Disha, les tueurs terrestres, d'au bord de l'eau. Li Sanzai devenait Chaogai, Zhao Nansing était Songtiang, Zhou Wenbiao était Lu Tuni, Miao Changqi était Wu Yong, Gao Pranlong était Gong Sunchang, Wei Tajong était Li Kuei, Yang Lian était Yang Zhe, Zhou Guangdou était Guanchang. Tous ceux que Wei Zhongxian ou Cui Changxiu avaient pris en grippe, tout cela se voyait comparé aux redoutables brigands. On laissa en blanc 30 noms, en se disant que ces noms laissés en blanc feraient que beaucoup, très inquiets, viendraient implorer leur grâce. Ce serait un beau coup de filet. Donc il s'agit d'une liste noire qu'il établit, mais en se calquant justement sur la liste des étoiles rebelles d'au bord de l'eau. Or il se trouve que lorsqu'on entre sous la dynastie des Qing, relativement rapidement, on va renforcer, un espèce de jeu littéraire qui est aussi un jeu de critique littéraire va s'instituer. Et ce qui était donc cet épisode d'une liste de proscrits par assimilation aux rebelles d'au bord de l'eau va devenir une revendication, une fière revendication. Et on va voir donc apparaître des textes qui s'appellent des Dian Tianglu, rôle de nomination des généraux, portant. Alors voilà, c'était le Donglin Dian Tianglu, ça c'est le texte, ça c'est en principe la liste de proscription. Mais on va voir apparaître. Alors vous voyez ici sont mises en vis-à-vis donc le nom des étoiles rebelles et puis des personnages lettrés dont il s'agit de se débarrasser. Alors ce qui se passe dans un second temps, c'est qu'on va voir apparaître des Dian Tianglu, des rôles des généraux qui reprennent cette formule de la hiérarchiser évidemment. Il y a d'abord les 36 étoiles célestes qui sont supérieures aux 72 tueurs terrestres, mais on va s'en servir pour valoriser une époque et un temps ou un genre littéraire. Et là on va faire le rôle des généraux alors on aura le rôle, le Tia Tia Shetran Dian Tianglu, le rôle des généraux de la scène poétique des airs Tianliong et Tia Ching, le rôle des généraux de la société du Sud, Nanshe Dian Tianglu, le rôle des généraux de la scène poétique des airs Guangxu et Xuantrong, Guangxuan Shetran Dian Tianglu, le rôle des généraux du roman Xiaoshuo Dian Tianglu 1922. Et donc il y a une espèce de reprise paradoxale et cette fois-ci est revalorisée de la liste noire de l'eunuque Wei Zhongxian qui redevient ce qu'un critique littéraire moderne a appelé une forme de critique littéraire riche en couleurs nationales chinoises et qui est aussi également une manière de hiérarchiser, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas Song Tiang et tout le monde n'est pas Li Kuei ou Shesio, les plus grands des héros, mais il y a évidemment donc tout un art de la liste qui est entièrement fondé sur Au bord de l'eau. Or, et j'arrive à la troisième partie de mon exposé. Voilà, ici vous avez Qiantia Shetran Dian Tianglu. Voici la liste, ici le rôle des généraux de la scène poétique des airs Tianlong et Tiaching, dont je vous ai parlé. Voilà d'autres Donglin Dian Tianglu. Voilà. Attendez. Oui, pour revenir en fait à une dimension qui est présente dans le roman, là, qui plonge évidemment, qui va nous plonger dans un autre domaine de la religion chinoise, de la culture populaire, mais dont l'apparition, disons l'existence du texte du roman rend possible finalement la continuité et la tradition. Alors, je vais me référer à deux collègues. Dont Mark Mullenbeld d'une part et Baren Terhaar. Mark Mullenbeld, qui est d'origine hollandaise et qui enseigne aux États-Unis, soutient une thèse que je trouve quelque peu excessive, mais que je trouve en même temps tout à fait passionnante.
Il a remarqué que dans un groupe de romans, alors pas justement le roman Les Trois Royaumes en est relativement exclu de sa réflexion, ce qui le place encore une fois relativement à part, il a constaté que au bord de l'eau, dans une moindre mesure dans la pérégrination vers l'ouest, dans une plus forte mesure encore dans l'investiture des dieux, et dans pas mal d'autres romans, occupe dans la narration une place essentielle un épisode de canonisation de mauvaises étoiles, des étoiles meurtrières, furieuses, des puissances profondément destructrices sont répandues sur Terre, mais quelqu'un va venir les prendre en main, les rassembler et enrôler leurs forces destructrices au service du bien. Et or, il se trouve que nous avons alors j'en ai un exemple ici qui sort aussi d'un texte d'une histoire non officielle. C'est quelque chose que nous avons. C'est une scène dont je ne vais pas vous la lire plus en détail. C'est une scène que nous rencontrons dans le rituel exorciste taoïste. Et une des caractéristiques de Mark Mullenbell, c'est que c'est un spécialiste du taoïsme qui travaille également les textes du canon taoïste. Et revisitant le roman à la lumière finalement de ces scènes où le maître taoïste finalement s'empare de puissances potentiellement destructrices, les enrôle et les canonise et les envoie au service de l'ordre, et il en vient à dire que il est profondément erroné d'appeler ces romans de la fin du XVIe siècle des romans ou des novels, et qu'il s'agit selon lui d'une variété particulière de textes rituels. Probablement, Mark Mullenbell va un peu trop loin, mais je pense que son analyse est profondément féconde en même temps, car la présence dans ces romans de soit d'une scène de sauvetage des âmes errantes, soit de cette scène de canonisation martiale est profondément ancrée. Alors, Mullenbell a fait une thèse qui portait sur la plupart des livres. Le livre qui en résulte est centré sur l'investiture des dieux. Alors, qui est un cas à part, mais je ne peux pas résister là, je voudrais presque te demander, comme tu as demandé Jean-Noël ce matin, de couper les micros et les caméras, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment défendable en chair. Mais tout de même, l'investiture des dieux, qui reprend une guerre de l'Antiquité chinoise, montrant effectivement la dynastie corrompue des Shang s'abattre sous les coups de la dynastie montante des Zhou, cette guerre, en fait, voit dans les deux camps des héros plus qu'humains, tous dotés de pouvoirs magiques, s'affronter et périr au combat. Et à la fin, après leur mort, ils sont menés au ciel jusqu'à la terrasse de l'investiture, de la nomination, où Tiang Ziya, le stratège civil au service de l'ordre nouveau des Zhou, fait d'eux les divinités qui occupent le panthéon chinois. Alors un fait que je trouve tout à fait fascinant, c'est là que je coupe le micro, c'est que mon collègue Meir Shahar de l'université de Tel Aviv, qui travaille actuellement sur la figure de Neja, qui est justement dans l'investiture des dieux le pendant militaire de Tiang Ziya, c'est l'assistant militaire, eh bien Meir Shahar, par une lecture attentive de textes du bouddhisme ésotérique, démontre de manière très convaincante que la figure de Neja, via la figure également indienne de Nalakobara, reprend très largement le folklore de nul autre que le Krishna. Alors vous voyez où je veux en venir et pourquoi je coupe le micro. Cet affrontement où deux clans dont les généraux tombés deviennent des dieux et où figure un personnage qui vient de Krishna. Alors bon, nous n'avons pas de preuve que le Mahabharata ait été transmis directement, ni même vraiment indirectement en Chine, mais bon, comme on dit, Daikrao, alors, maintenant on peut rallumer les micros après cette chose qui est évidemment non démontrable. Revenons un peu sur les choses proprement chinoises et sur justement les aspects populaires, justement, dans la culture populaire l'influence du Shuiru. Alors, il ne s'agira pas plus ici de hiéroglossie, car je vais maintenant vous parler de choses qui sont sans mots. Il s'agit de hiéropraxie, je ne sais pas, je ne ferai même pas semblant de ne pas être helléniste, que je ne suis pas, honte sur moi, mais il s'agit de gestes et de mouvements. Mais ces gestes et ces mouvements, que sont-ils? Ce sont des processions rituelles qui ont lieu au moment du Nouvel An et qui consistent à mettre en scène les brigands au bord de l'eau
Mao, dans un déchaînement de violences destructrices, mais justement, juste avant la fin du Nouvel An, au moment où l'ordre va être refondé pour l'année. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ça d'un bout à l'autre de la Chine. Alors, ce que vous voyez là, ici, c'est un genre appelé le Yinggewu de la province du Guangdong. Et alors que font donc les alors c'était dans cette région-là les gens d'un village, alors ça dépend du nombre ce sont les jeunes gens du village qui font ça, les jeunes garçons, hein. S'ils peuvent être 108 c'est parfait, mais on essaie d'en réunir au moins 36, mais ils vont incarner les brigands de bord de l'eau, et l'épisode qu'ils vont mimer, c'est l'attaque du Tamingfu. Or l'attaque de Tamingfu, c'est l'attaque d'une ville, préfecture très importante, une espèce de capitale secondaire, où pour délivrer Lutuni, un des braves qui a été fait prisonnier, les brigands se déchaînent, mettent la ville à sac, la passent quasiment à feu et à sang, et libèrent leurs camarades. Et ça, c'est ce que l'on voit. Donc voici quelques croquis d'ethnographes. Voilà des photos, hein, de cette même présentation. Vous voyez cette vision, hein, inspirée bien sûr des maquillages du théâtre, mais dans un registre nettement démoniaque et féroce. Vous reconnaissez, voici le bonze tatoué Lu Zhishen, hein, menant l'attaque. Le second cas que je voudrais vous citer se trouve alors tout à fait au nord de la Chine, dans la province du Shanxi, et c'est un jeu, une procession telle qui s'appelle Shuai Gushi, hein, jouer des histoires. Mais là encore, c'est une scène muette, mais là encore, c'est le moment de l'attaque menée par Li Kuei, qui essaye en fait de faire échouer le ralliement de Songtiang en attaquant un édifice impérial, alors que Songtiang est en train de rencontrer une concubine impériale qui pourrait lui permettre d'avoir accès à l'empereur. Et Li Kuei, qui est je crois que Régnier avait une très jolie formule où c'est passé à la fois une brute sanguinaire avec une âme candide. C'est celui que Jacques Dard s'appelait le double d'ombre de Songtiang, qui est un personnage qui combat deux haches à la main, nu comme un ver, qui tue tout le monde et qui effectivement a une espèce de générosité. C'est lui qui mène cette attaque, et cette attaque est également, c'est elle qui est jouée dans cette procession de Nouvel An. Alors c'est ce qui nous amène à ce que Barenterard appelait, alors dans un autre ordre d'idées, le paradigme démoniaque de l'histoire chinoise, et notamment ce trait non sans récurrent et non sans conséquences parfois tragiques et dramatiques, qui fait que des gens se sentant investis d'une mission de rédemption des désordres du temps n'hésiteront pas à s'associer avec des petits groupes marginaux extrêmement violents, souvent justement les jeunes gens célibataires, les guangun, hein, comme on dit en chinois, hein, les bâtons nus, hein, les triques nus, et les lancer à l'assaut de l'ordre établi, pour en faire plus tard, hein, la base d'un pouvoir régénéré. Et c'est quelque chose qu'on pourrait citer d'ailleurs dans la dépendance d'au bord de l'eau. Tout un courant romanesque, par exemple, se développe au XVIIIe et XIXe siècle surtout, où l'on voit un sage juge, un magistrat, qui ne compte plus du tout sur les forces de la police impériale, mais sur un réseau personnel et quasiment mafieux de héros redresseurs de tort, d'une violence extrême, qui seuls lui permettront de faire venir la justice, de ramener la justice et l'ordre. Ce que Terrard ne voulait pas parler de l'histoire de la littérature, mais de l'histoire tout court. Et il remarquait que depuis la guerre des Taiping, jusqu'au déchaînement de puissance juvénile que fut la révolution culturelle, où nous retrouvons le président Mao, nous avons une reproduction, un redéploiement à nouveau de la scène initiale telle qu'elle s'est inscrite dans Au bord de l'eau. Voilà, entre autres raisons, 1001 raisons, en quoi je pense que nous pouvons ranger sans hésiter effectivement Au bord de l'eau, ce texte finalement sans grande histoire, sans grand antécédent, si on compare aux Trois Royaumes, quelque chose qui se cristallise entre le XIe et le XIVe, XVe siècle, et qui nous apparaît donc dans sa version achevée au XVIe siècle. Pourquoi, effectivement, dans la culture chinoise prémoderne et contemporaine, peut jouer ce rôle, hein, de texte fondateur, tant à travers effectivement une tradition, des traditions littéraires, des traditions scripturaires, mais également des gestes, et parfois des gestes théâtraux ritualisés, et parfois des gestes non ritualisés et d'une violence bien réelle. Et je crois que je m'arrêterai là.